Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes de retour après un petit moment, sans vidéo, car nous avons eu quelques freins pour pour faire cette vidéo. Donc, voilà. Heu, les guides, nous ont dit d'attendre avant de refaire une vidéo, de laisser, descendre, dans la matière, la vidéo précédente. Et du coup, le sujet a déjà un petit peu plus tardé à arriver parce qu'ils nous ont vraiment laissé, gérer pour le coup. Ouais, Le c'est futur comme vidéo. s'ils envoyaient l'image d'une graine qui avait besoin de germer, hem et ils nous ont pas envoyé des informations tout de suite, comme si, l'idée c'était qu'on allait rechercher un petit peu vraiment sur, le thème, sur nos expériences, terrestres, ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, dans nos expériences, les personnes qu'on a pu rencontrer et donc le thème s'est affiné petit à petit, mais même une fois qu'on a eu le thème, on a eu beaucoup, beaucoup de blocages, dans la matière. Parce qu'il fallait qu'on vive encore par d'autres expériences. Donc on va vous parler aujourd'hui de l'empathie, qui est un sujet assez vaste, dont on entend beaucoup parler. Nous-mêmes, il a fallu qu'on fasse un petit peu de tri dans ce qu'on pouvait percevoir de l'empathe, aussi bien dans nos accompagnements que aussi, nous, dans nos personnalités, ce qu'on a pu vivre et ressentir, heu, pour pouvoir avoir un peu une ligne directrice de quelle est la mission de l'empathe, sur cette terre? Pourquoi on est empathe? Et quelles sont les blessures, principales de l'empathe? Et comment il va sur cette vie terrestre, pacifier ses blessures et puis, aller, sur une voie de transcendance. Donc, la 1re chose à faire, c'est pour nous, c'est de vous donner un peu notre définition de l'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est je ressens tout de l'autre. Par exemple, je ressens ses émotions. La personne qui est en face, elle ressent de la joie. Je vais ressentir cette joie comme si elle m'appartenait. La de même pour la tristesse et cetera. Et c'est pas toujours évident, de pouvoir ressentir et de vivre les choses comme si on était à la place de l'autre. Donc il y a tout un travail à mettre en place pour essayer de se mettre aussi un petit peu à distance. Mais bon, l'empathie reste quand même, ancrée en nous. Nous sommes empathes. Et l'empathe, c'est quelqu'un qui va aller chercher plein d'informations, dans le champ informationnel, j'ai envie de dire, si on parle un petit peu plus de manière quantique. Il va avoir accès à plein d'informations sans s'en rendre compte, donc aussi bien les émotions des autres, mais aussi les pensées des autres, le langage non verbal, hem, voilà, toutes les ambiances de lieu, voilà. Il va être vraiment, pris dans toutes ces informations et ça peut venir vraiment beaucoup le perturber au point de plus trop savoir, hem, qui il est vraiment au fond de lui et on vous verrez sur les diapositives qu'on a fait pour cette vidéo, ça vient vraiment, un peu le polluer dans tous ses corps énergétiques, et d'où, tout ce travail qu'il va avoir à faire sur lui. Voilà, c'est comme si on vivait tout à 1000 en fait, de ce que les autres peuvent nous renvoyer en face. On absorbe les énergies des autres aussi. Quand on est dans des lieux, on peut ressentir des lieux. Dans des réunions, on ressent les énergies dans la réunion. On ressent l'ambiance dans une pièce. Sans qu'il y ait des personnes parfois, nous sommes aussi en capacité de ressentir, hem, les caractéristiques ou l'énergie dans un lieu. Si le lieu est chargé ou pas chargé, l'empathe le ressent en général énormément et absorbe un petit peu, tout ça. Alors cette vidéo parlera, à certaines personnes, pas à d'autres, à des empathes, à des non-empathes, voilà. Qu'est-ce que l'empathie? Qui est empathe au final sur terre? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est une façon d'être au monde qui est quand même particulière et il y a quand même, hem, c'est quand même pas une grande majorité de la population, même si l'empathe a l'impression d'être, finalement de fonctionner comme tout le monde, tant qu'il a pas compris que, bah, il était, différent et il était, il était dans sa mise au monde un peu différent des autres, et ben, il peut un peu tourner, hein, en rond et ne pas trop savoir comment avancer. En fait, dès la plus tendre enfance, on sent très bien qu'on a une différence avec les autres. Mais on va se fondre en fait dans le paysage. J'ai envie de le dire un peu comme ça. C'est voilà, ça résonnera pour certains cette vidéo, ça résonnera pas pour d'autres. Faites la part des choses et prenez ce qui résonne en vous. Voilà et nous, on vous fait cette vidéo avec, vraiment notre,
Alors notre expérience, notre accompagnement de thérapeute aussi, et d'anciennes éducatrices aussi, hein, qui avons travaillé avec des enfants en difficulté. Mais on ne va pas aller se confronter à des théories, voilà, que certains ont pu, donner sur l'empathie. C'est vraiment on parle avec, qui on est, et c'est pour ça aussi que, ça parlera ou ça parlera pas, on utilise nos mots qui sont, voilà, dans notre, justesse personnelle, même peut-être pas pour tout le monde. Donc voilà. Après, je vais quand même aborder juste, une partie théorique. C'est, Carl Rogers qui a parlé de l'empathie. C'est une référence si vous souhaitez aller voir. On va pas rentrer dans les définitions, mais il y a quand même 3 grandes empathies. Il y a l'empathie cognitive, c'est, l'autre va, avoir une certaine, vision, des choses, intellectuelle et cetera et vous n'allez pas forcément adhérer à ça. Heu, Par contre, vous avez l'empathie émotionnelle où là, vous ressentez la tristesse ou la joie chez l'autre, par exemple. Là, par contre, vous la prenez et vous y adhérez et ça, c'est un travail, par contre, il faut apprendre à se détacher. Et puis, il y a aussi, la bienveillance et la compassion. Voilà. Donc si vous voulez approfondir tous ces sujets-là, on vous suggère de faire vos propres recherches. C'est absolument, très intéressant et riche d'enseignements. Voilà. Mais nous, effectivement, on a envie de vous parler avec, notre cœur et nos mots et nos expériences et ce qu'on a pu observer, tout au long de notre vie ou de ce qu'on a pu observer, des gens qui faisaient partie de notre environnement aussi. Donc on va faire cette vidéo en 2 parties. La première partie va être, vraiment sur, le premier vécu de l'empathe, hein, comment il se construit, comment il arrive à identifier ses blessures et comment il va commencer son travail de résilience d'abord, et puis ensuite, de transcendance. Ça sera la deuxième partie de la vidéo. On va la faire en 2 fois parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc là, on va commencer par la 1re, diapositive, qu'on va vous présenter, tout de suite. Donc l'empathe qui va se construire sur Terre, va passer par tout un tas d'expériences. Il va aller découvrir le monde, avec sa personnalité et au fur et à mesure, bah, il va apprendre, pour lui, ce qu'est l'amour et il va apprendre ce qu'est l'amour, conditionnel en vrai. Ce qui va le mettre souvent dans un syndrome du sauveur sacrificiel. Donc c'est quoi le sauveur sacrificiel? Et ben, c'est une personne qui va pas du tout être à l'écoute de ses besoins, qui va être là extrêmement pour les autres, et qui va oublier vraiment qui il est et se fondre dans une masse et se fondre, se suradapter en fait aux autres. Comme l'empathe sait depuis sa tendre enfance, en fait, qu'il est différent, du coup, il va s'adapter aux autres. Et il comprend que s'il se met aussi dans la position d'un sauveur, il va avoir une reconnaissance et il pense qu'il n'aura pas cette reconnaissance, puisqu'il est différent. Donc il va la chercher par différents moyens, cette reconnaissance et en se mettant dans le rôle du sauveur, il cherche cette reconnaissance qui est aussi une recherche, d'amour, du besoin d'être aimé des autres malgré, la différence, cette différence qui est l'empathie. Donc effectivement, l'empathe a tellement peur d'être isolé en fait parce qu'il se sent vulnérable, hein, donc il va rechercher la sécurité à l'extérieur de lui et non à l'intérieur et ce qui fait, comme a dit très bien Fabienne, qu'il a besoin d'être validé par les autres, et du coup, il va être un peu sujet à cet amour, conditionnel. Il va apprendre à faire plaisir à l'autre, pour être apprécié, reconnu et surtout, surtout ne pas être seul, ne pas être abandonné, ne pas être rejeté, au point d'oublier vraiment qui il est. Donc Et dans le excuse-moi Carole, dans le oublier qui il est, c'est, effectivement le rejet de soi, hein, de sa personne avec ses différences. Heu et il y a tout un travail du coup qui peut se mettre en place. On le verra plus vers l'âge adulte évidemment, on le verra au fur et à mesure de la progression de cette vidéo. voilà, donc on voit bien que tous ces corps énergétiques là, toutes ça viennent un peu le polluer en fait, hein. Il est tellement sensible aux énergies extérieures que ça vient vraiment l'impacter, ça vient lui f mettre comme un voile un peu sur lui. Il a pas de barrière protectrice en fait, donc il manque de protection et il est très sensible à tout ce qui est agression extérieure. Donc c'est quelqu'un qui va éviter les conflits,
qui va éviter les situations qui peuvent être un peu, ambivalentes, il va ressentir les ambiances et il va fuir quand c'est un peu trop, à vif pour lui. Hem, C'est comme s'il rentrait dans sa carapace, en fait. Il cherche à se protéger et à se sécuriser dans certaines situations. D'où parfois, des fuites en avant ou voilà, il y a des endroits où en fait l'empathe est extrêmement mal à l'aise, et il a souvent besoin de s'isoler. Il faut penser aux enfants empathes, qui sont souvent quand même, dans des groupes, en général, des groupes assez même, importants. Il faut quand même savoir que ces enfants, ils ont besoin à un moment donné de se ressourcer, de faire leur bulle de protection, pour ne pas sentir ces agressions extérieures et comme on l'a dit sur le début de la vidéo, ces agressions, elles viennent aussi, toucher nos 5 sens, en fait. donc l'empathe va répondre et anticiper, les besoins des autres. Souvent, si on reste sur les enfants empathes, hein, ils vont ressentir aussi, très bien, les attentes parentales, hem même insinueuses, même celles qui sont pas dites, ils vont ressentir des choses et ils vont être, souvent, bah, c'est des enfants qui vont être aussi, parfois, adultes avant l'heure. Souvent, ils se mettent un peu comme mission de protéger les parents, en tout cas de pas faire de vagues, de pas être dans les conflits, donc ils vont répondre. Ils vont répondre à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, que ce soit avec toutes les figures d'autorité, hein, les enseignants, voilà, même les autres, les copains, donc voilà, ils répondent et ils anticipent, donc ils se rendent aussi indispensables. C'est aussi, très très ambivalent cette histoire parce qu'en fait on rentre dans un rôle, et c'est un rôle où l'empathe n'est pas forcément, bien. Il joue des rôles, il porte des masques en fait et voilà, à un moment donné, il va falloir qu'il puisse travailler, plus vers l'âge adulte certainement, sur la tombée des masques en fait et sur, essayer de devenir lui. Donc comme le disait Fabienne tout à l'heure, il y a une hypersensibilité, sensorielle, hein, qui fait que, bah, effectivement, il est hypersensible aux ambiances, aux énergies, aux personnes, hein. Donc ça vient créer des failles, hein, dans ses corps énergétiques et émotionnels. Et c'est une personne qui va être, constamment en suradaptation, donc il va se créer une surcharge mentale, un stress et un surmenage. Il va pas forcément s'en rendre compte. Parce que pour lui, c'est normal, de toujours réfléchir, de toujours anticiper, de toujours, être présent, et c'est une façon de vivre qui va adopter un long moment, en fait, hein. En plus, il est efficace, rapide, donc on compte sur lui. Hem, Sauf qu'à un moment donné, bah, la charge au niveau du corps va être vraiment trop, trop forte et ce sera une, surstimulation non-stop des sens et il va avoir vraiment du mal à pouvoir tenir avec, de cette manière-là, en fait. Cette charge mentale, c'est aussi pour répondre et toujours aux besoins des autres et être dans cette anticipation. C'est-à-dire que le cerveau est tout le temps en ébullition, en élaboration, en organisation, et ça demande une vigilance permanente, en fait. Après, il faut aussi savoir que on parle de l'empathe, mais l'empathe, en général, a aussi des troubles, je ne sais pas si c'est des troubles, mais il y a des choses associées. En général, il peut y avoir des HPI, il peut y avoir des TDAH, des TDA. Voilà et tout ça surajouté, ça commence à faire beaucoup au niveau de la gestion mentale en tout cas et c'est toujours aussi dans cette notion de: «Je veux faire plaisir à l'autre, comme ça je vais être reconnue et je vais être aimée aussi», hein. Il y a comme une forme de compensation quelque part aussi. C'est, se rendre indispensable à l'autre, vouloir lui faire plaisir, mais au final en échange, il y a une autre demande derrière tout ça, c'est la demande d'amour qui est, souvent d'ailleurs très conséquente. Oui, avec beaucoup de frustration, finalement, chez l'empathe parce que, dans le donner et recevoir, c'est pas du tout équilibré et du coup, ça peut générer beaucoup de colère, beaucoup d'insatisfaction, et c'est ce qui fait aussi que, bah, quand on voit les enfants, des fois, en surcharge émotionnelle, il y a aussi beaucoup de cette colère accumulée, hein, qui peut exploser, et même à l'âge adulte, hein. L'impression peut-être aussi de se faire avoir ou de l'injustice. La blessure d'injustice est très forte aussi chez l'empathe, hem, donc voilà. Donc comme on a dit, bah, il répond aux besoins des autres, mais finalement il ne sait pas, il va pas chercher quels sont ses besoins à lui.
Et du coup, c'est là où il va être très frustré parce qu'il va peut-être attendre que hem, les autres, connaissent ses besoins Donne à la et même y hauteur. répondent mais en fait, non. En fait en fait, voilà. Mais il ne ne il a du mal à avoir accès à ses besoins, il ne sait pas, en fait. Il ne sait pas, quels sont ses besoins réels, profonds, puisqu'il est toujours en train de s'adapter, de se suradapter. Il apprend à vivre comme ça et il y a vraiment, dans l'accompagnement des empathes, il y a vraiment, cette recherche avec eux de: «Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait? Quoi moi, quel mon enfant intérieur, de quoi il a besoin en fait pour pouvoir, vivre de manière beaucoup plus légère?» Le fait de non prendre en compte ses besoins, c'est aussi un évitement. C'est comme une cap toujours la carapace, hein, c'est comme une mise en sécurité, en fait, parce qu'on sait très bien que sinon il va falloir faire face à son vide intérieur et à ses blessures intérieures. Et ça peut être aussi, pas évident de se confronter à toutes ces blessures et à tout ce vide intérieur. Mais pour avancer, il est quand même, alors pas pour tout le monde, mais il est quand même intéressant de poser les choses et de tenter d'avancer par rapport à ça. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup perdre confiance en lui, et qui va avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'il se sent jamais légitime dans tout ce qu'il fait. Hem, il se sent appelé à faire plein de choses, hein. Parce que c'est quelqu'un souvent de très sensible, donc qui sollicite beaucoup son cerveau droit, donc son cerveau créatif, son cerveau imaginaire, son cerveau intuitif, donc il va avoir beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de créer, mais en fait, il se sent tellement, illégitime que, bah, il met rien en place et il reste dans un rôle qu'on lui donne, en fait, et si quelqu'un en face lui dit: «Bah, non, ça, tu nul», voilà, il va le croire vraiment et il va pas aller chercher à dépasser les choses. Ou alors il va faire des choses, mais il ne va pas aller au bout. Ouais. Heu, c'est aussi, la peur de se confronter à l'échec, au jugement des autres, parce que là, pour le coup, c'est comme si on se mettait un peu à nu devant les autres. Mais comme, au niveau de la confiance en soi, c'est très faible, ça permet pas d'aller au bout, de pousser, et de montrer en fait, les grandes capacités finalement qu'ont les empathes. Les empathes ont énormément de capacités C'est comme s'il et de s'autorise oui. créativité et de réflexion Mmh. et de maturité. Je rejoins ce que Carole disait tout à l'heure que les enfants en général empathes sont très matures. Oui, ils sont extrêmement matures. Mais des fois aussi, il peut y avoir aussi ce bénéfice secondaire, j'ai envie de dire. C'est comme s'il s'autorisait pas, hem, à être différent, bah, des parents, des autres enfants, parce que ça le remet dans sa vulnérabilité, en fait. S'il ose être qui il est, avec toutes les capacités qu'il ose, montrer un petit peu, au monde, bah, toutes ses couleurs, hem, voilà, bah, ça, il risque le rejet, en fait. Donc i voilà, souvent, bah, il voilà, l'idée c'est de j'ai pas trop confiance en moi, je me cache peut-être un peu bah, je vais plus dans des groupes pour, faire comme les autres et puis ça lui va très bien toute une partie de sa vie. L'empathe est un très bon caméléon en fait. Oui, c'est Heu, ça. il s'adapte à toutes les situations et que ce soit, sur des petits groupes ou des grands groupes. Voilà, ils se font dans la masse. Et donc pour se fondre dans la masse, il veut pas ressentir, ou le moins possible, parce qu'il est tellement à vif qu'il va essayer de se mettre sa petite armure, hein, et il va mettre sous cloche un peu toutes ses blessures d'incarnation, par le déni et la fuite. Hem, Moi, pour les enfants que j'ai en cabinet, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment 2 profils, d'enfants empathes. Alors ils peuvent être aussi autant sensibles les uns les autres aux choses, mais il va y avoir un profil d'enfant qui va mettre son armure et qui va être, dans la surprotection émotionnelle, donc il faut absolument pas aller chercher, et trop gratter parce que la façade elle est très forte et que c'est compliqué pour eux d'aller chercher l'émotionnel, l'histoire, aller chercher dans leur histoire. Donc ils vont dire que tout va bien, ils jouent les enfants modèles en fait, hein. Ils veulent pas blesser le parent, ils veulent, voilà, ils veulent être à l'image de ce qu'on attend, d'eux, un enfant, parfait presque, voilà. Donc il y a une grande envie d'être parfait, mais du coup, bah, ça éteint complètement,
leur personnalité. Et puis il y a les autres, qui sont, sensibles à tout, qui mettent des mots sur leurs émotions, qui ont une sensibilité corporelle énorme, qui arrivent à aller sentir des choses, à visualiser des choses, même de l'ordre parfois de l'invisible. Parce qu'ils sont très, très connectés, et voilà, qui mettent aussi des mots sur les mots des parents. Et voilà, il y a 2 profils et ils sont différents et on les accompagne différemment, mais au final, ce sont des empathes, ces 2 profils-là. Il y a énormément, d'enfants connectés. Souvent les parents sont assez démunis face à cet accompagnement-là. Il ne faut pas hésiter à venir, vers des professionnels qui connaissent, comment gérer ce genre de choses, en fait, parce que enfin, on va parler moi, je vais parler de moi, mais Carole aussi, je pense. On est passé par là et du coup, sur des salons bien-être, par exemple, souvent, on voit des petits bouts de chou qui débarquent avec les parents et qui ont besoin d'être accompagnés parce que, oui, ils sont en pâte, mais effectivement, il y a aussi des capacités, et des connexions avec l'invisible et les parents sont ouais, démunis et ils ont besoin d'un accompagnement pour leur enfant par rapport à ça aussi. Oui et il y a plein de méthodes pour les accompagner. Dans les méthodes alternatives, hein, c'est vrai que nous, on n'a pas eu la chance quand on était petits, d'avoir toutes ces méthodes pour aller creuser les émotions, notre sensibilité, l'histoire des familles aussi, hein, parce que l'enfant en pâte, il porte beaucoup de choses du transgénérationnel qui vient aussi libérer, et c'est des tout ça, c'est des poids invisibles, inconscients, mais qu'il ressent, très, très profond au plus profond de lui, en fait et toutes ces méthodes-là qui peuvent exister pour aider les enfants, accompagner les enfants, vraiment sont très, très riches et chacun va aller trouver, ce qu'il appelle, mais il y a beaucoup de choses pour, apaiser les enfants, dans cette société qui va trop vite en fait et c'est comme si, on était sur 2 courants, une société qui va super vite et on a même plus le temps de ressentir, on n'a plus le temps de se poser et ces enfants-là qui sont à fleur de peau et qui ne s'y retrouvent pas en fait. Donc Ils ont besoin d'être extrêmement sécurisés, en fait. c'est ça. Et à travers l'expérience de personnes qui ont traversé déjà ces étapes-là, ça leur parle, en fait. Il y a comme une résonance en eux qui se fait et ils n'ont pas forcément trouvé jusque-là les personnes qui ont eu cette résonance et c'est un soulagement pour eux de se dire: «Ah bah, je suis pas différent, je suis pas toute seule à être comme ça». Exactement, d'avoir des adultes en face qui sont, hem connectés à leurs vibrations, j'ai envie de dire, parce qu'on est au-delà de vraiment une personnalité en pâte, parce que ils sont chacun différents. Mais effectivement, mettre des mots et pouvoir faire le tiers avec le parent qui souvent lui aussi est en pâte, mais c'est un peu oublié, il ne l'a pas conscientisé. Il y a des choses qui se libèrent en fait, hein. Il y a des choses qui se libèrent. L'enfant sait très bien aller mettre l'enfant intérieur du parent, en lumière et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment, faire un travail familial, avec eux parce qu'ils sont très connectés, ils savent très bien où est-ce qu'il faut aller, débloquer les choses. Voilà. L'empathie a quand même cette très forte capacité, effectivement de mettre ses blessures, sous le tapis. De de camoufler. Ouais, hein, c'est vrai que d'investir beaucoup auprès des autres, dans des métiers d'accompagnement entre autres et cetera, c'est, aussi pour laisser ses blessures bien camouflées sous le tapis et on va extérioriser, on va aller voir ce qui se passe pour les autres à l'extérieur, pour éviter d'aller voir dans son intérieur comment ça se passe. Exactement. Et là, tout un travail peut se mettre en place quand on a compris ça. Donc l'empathe va se construire, va avancer dans sa vie, il va être enfant, ado, ado, souvent une période qui est très, très compliquée, hein. On reviendra sur les périodes, en fonction des voilà, mais l'adolescence, c'est un point, un passage très délicat pour eux, encore plus que, bah, des ados, qui seraient, moins sensibles en tout cas. Donc il va grandir et devenir jeune adulte, s'insérer dans la vie dans le travail, dans la vie collective. Et puis, il va continuer à jouer des personnages, à être peut-être parfois même suractif ou alors au contraire, avoir beaucoup de mal à trouver sa voix et il va y avoir un moment où il va y avoir dans sa vie, un point de rupture et ce point de rupture, c'est une transition vers, une pacification de ses blessures. Donc, c'est un point de rupture qui peut être, extrêmement violent ou plus doux, ça dépend aussi des parcours de chacun, mais en tout cas, il y a un changement net, qui va arriver dans la vie de l'empathe pour qu'il puisse commencer à aller, un peu, bah, retourner à lui.
retourner dans son intérieur, aller voir ses blessures et pouvoir, comprendre un peu, quel est son chemin et pourquoi tout ça. Les changements peuvent se faire à n'importe quel moment de la vie, en fait, hein. Exactement, En oui. général, il y a des points déclencheurs, très importants. Ça peut être, la naissance d'un enfant, ça peut être, un mariage, ça peut être des choses positives comme des choses négatives aussi, hein, dans la vie. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt souvent tendance à mettre ça sur des choses négatives, mais en fait, on peut le trouver aussi sur des choses positives où tout d'un coup, pouf, il y a comme un basculement qui se fait et des compréhensions et du coup une mise en route. Mais effectivement, ça peut aussi être une séparation, comme, c'est écrit, Ouais, des problèmes relationnels, des accidents, des deuils, des pertes d'emploi, des burn-out et cetera. ça c'est les déclencheurs externes, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, de l'extérieur et qui vont qui vont arrêter, j'ai envie de dire la suractivité, de l'empathe qui veut pas les ressentir ou qui essaye de cacher tout ce qu'il ressent et de survivre comme ça. Donc il y a ces déclencheurs externes, mais il y a aussi, les déclencheurs internes, qui là, c'est qui pour le coup, tout vient du corps, hein. Ça peut être un épuisement, émotionnel, un burn-out, des douleurs, des maladies chroniques. Sachant qu'on sait bien que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, donc c'est relié, hein. Souvent, il peut y avoir, une perte d'emploi qui va créer un épuisement ou une maladie ou voilà, ça peut être les 2 peuvent être liés. C'est pour ça qu'il y a et ou sur le voilà. Mais c'est un moment où, bah, à un moment, il faut revenir à soi et pour revenir à soi, il faut pouvoir avoir cette période, d'isolement. De reprise de contact, de recherche de thérapie. Hem, donc voilà, ça peut être aussi violent. Alors oui, il y a aussi des déclencheurs effectivement, positifs qui font que, bah, on a envie par exemple, effectivement une naissance, ça peut emmener sur, des difficultés à être parent, donc ça va venir travailler rechercher, les blessures, les pacifier, voilà. Mais souvent il y a quelque chose de très, très important et à un moment, pouf, le travail commence à se mettre en route. Ça peut être par rapport autour de la naissance d'un enfant, c'est ne pas transmettre aussi, certaines choses, qu'on a en soi à nos enfants. Après, on est dans une autre transgénérationnel. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de transmettre, dans notre lignée non plus. Donc ça peut être aussi un déclencheur de cet ordre-là. L'épuisement émotionnel, en fait, sur le déclencheur interne, c'est que l'empathe, en fait, il donne tellement tout le temps à 1000-10 000 que, il cumule, il cumule, il cumule. Après, l'empathe a une très grande force en lui, hein, il faut le savoir. D'ailleurs, les gens qui font des burn-out, en général, sont des gens qui ont une très grande force en eux. Sauf que, bah, ils vont, aller ils sont jusqu'au boutiste, on dit. Ils vont aller au bout du bout, aller au bout d'eux-mêmes, jusque parfois à l'écroulement, physique. Le burn-out, c'est aussi ça, c'est aussi, c'est pas qu'un écroulement psychique, c'est aussi un écroulement, pardon, physique, heu, avec un corps qui ne répond plus, par exemple. Et là, bah, vous êtes au summum, de la limite. Il est grand, grand temps de faire quelque chose. Et il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui vont, jusqu'à la limite, du passage vers la mort. Et c'est quand même mieux d'écouter son corps avant. Sur la première vidéo, on a parlé d'écouter les douleurs du corps, qui sont des cris de l'âme. Heu, alors oui, il y a quand même des pathologies très spécifiques, qui ne sont pas forcément liées qu'à des douleurs, de l'âme. Il y a quand même des maladies, très particulières, hein, je pense à des maladies génétiques ou et cetera, mais ça, on en parlera sur une autre vidéo. Il y a tout le Je tiens décodage biologique aussi, hein, de où vient la douleur, est-ce qu'elle est chronique, est-ce qu'elle est ponctuelle, tout ça, ça a un sens, hein, dans le, émotionnel, aussi spirituel, hein. Donc effectivement, bah, comme l'empathe, il se coupe de son corps, ça on l'a oublié de le dire aussi, c'est quand même, bah, c'est une coupure émotionnelle aussi, mais c'est aussi, je me coupe de mon corps, hein, j'ai du mal à m'incarner. L'empathe, c'est quelqu'un qui a du mal à s'incarner vraiment sur la terre avec toutes les scissions qu'il a vécues, qui ont été, traumatiques pour lui. Hem, il n'arrive pas à vraiment être en contact avec son corps et du coup, il va être souvent, il va faire la sourde oreille, hein, sur les douleurs. Il va: «Non, c'est rien, moi, je vais avancer dans la vie, je suis fort», puis c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on lui a appris, qu'il fallait pas s'écouter, il fallait y aller, hein. Et du coup, bah, à un moment, il y a un point de rupture, en fait. c'est C'est le aussi la seul mise moyen pour arrêter quoi, pour vraiment, être à l'écoute de soi. C'est la mise en mots aussi, ce qu'on n'arrive pas à mettre en mots pour nous,
MOTS, ça va se transformer en mot MAUX, en mot du corps. Parce qu'on n'a pas eu la capacité d'être à l'écoute de soi. Alors c'est pas un jugement, hein, on fait comme on peut, hein, ma foi, on est tous sur des chemins d'apprentissage, et c'est très très voilà, on apprend tous les jours. Moi, je pars du principe que je me lève le matin, la vie va m'apprendre des choses tous les jours et chaque matin. Mais parfois, il nous faut quand même, plusieurs, là-haut, il faut qu'ils nous mettent plusieurs coups de pied au derrière, moi je vais le dire vulgairement, pour nous faire comprendre les choses, en fait. Voilà, il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour qu'on puisse vouloir, voir les choses, les comprendre, les analyser, les accepter et aller vers un chemin de plus de on y viendra plus tard, de résilience. Donc, ce point de rupture va avoir des conséquences, importantes dans la vie, de l'empathe, hein, qui va être le réveil de peurs très profondes. Hem, L'empathe va avoir cette impression de perdre tous ses repères. Il va aller vraiment dans les peurs qu'il redoutait le plus, c'est-à-dire, être isolé des autres, perdre tous ses repères et toutes ces blessures d'incarnation vont être mises en lumière. Ça va être très, très fort à vivre. Donc qu'est-ce qu'on appelle les blessures d'incarnation? C'est ce que Lise Bourbeau appelle les blessures de l'âme, hem, qu'on préfère appeler blessures d'incarnation. Pourquoi? Parce que l'âme, ce qu'on en ressent, c'est quand même que l'âme, elle est pure. L'âme, c'est notre essence, elle est reliée à notre essence divine et hem et il y a pas d'imperfection au niveau de l'âme. Par contre, effectivement, quand l'humain va s'incarner, là, il va y avoir des blessures qui vont se mettre à jour, qui vont se créer, qui peuvent aussi venir de blessures karmiques, hein. Donc on appelle ça plus des blessures d'incarnation et ces blessures, ça va être les blessures que l'on connaît, hein, donc la trahison, le rejet, l'injustice, l'abandon et l'humiliation. À savoir que, on porte un peu tous ces blessures, mais à des degrés différents. Il y en a qui vont être plus, concernés par la blessure d'abandon, d'autres plus, sur la blessure d'injustice, voilà. Tout va dépendre aussi ce que l'enfant va vivre avec, le parent du même sexe ou du sexe opposé à certains âges. Ça va déclencher aussi, dans son histoire des blessures différentes, avec, différentes tonalités. En tout cas, à un moment, il peut plus les nier, il peut plus, faire semblant. Il est obligé d'aller, commencer à les prendre en considération et puis entamer ou non un travail de guérison et c'est là que ça va être toute la différence, et le chemin va être vraiment différent. Il y a des empathes qui vont y aller sur ce chemin de guérison et d'autres qui ne pourront pas le faire parce qu'ils sont pas prêts, parce que c'est trop difficile, parce que ça leur renvoie, à trop de dangers, trop d'insécurité, heu et voilà, chacun va évoluer, en fonction de ce qu'il appelle, ce qu'il est capable aussi de dépasser ou pas. Pour passer de la résilience, voilà, à une autre transcendance. Au niveau des réveils, du réveil des peurs profondes, c'est là où on voit aussi que certaines personnes vont, rester, sous l'emprise chimique de médicaments, qui peut devenir une addiction, et voilà, chacun n'aura pas la capacité de dépasser certaines, certaines peurs profondes, certaines blessures profondes. Ça demande beaucoup de force, hem et beaucoup d'énergie en soi pour, arriver à dépasser ça. On peut le faire, il faut être très bien accompagné, par des psychologues. Il y a des psychologues qui sont vraiment très bien et qui font, vraiment un super boulot. Mais je pense qu'à côté de ça, il faut aussi avoir un travail, personnel, à travers des lectures, à travers des recherches, le travail d'introspection se fait en fait sur plusieurs niveaux. Voilà. Puis, tu parles d'emprise chimique, mais il y a pas que des emprises chimiques, il y a aussi des emprises, psychologiques, avec des personnes aussi. L'empathe, va devoir aussi retrouver sa force intérieure pour sortir de certaines, situations, qui sont épuisantes pour lui, et qui le drainent de son énergie. Et des fois, c'est plus facile de rester, en tout cas psychologiquement pour l'empathe, c'est plus facile, je sais même pas si c'est le bon mot, mais, c'est moins anxiogène de rester avec, dans des situations, des patrons ou un travail ou une situation familiale ou des amis ou qui peuvent avoir la main mise sur lui, voilà, par rapport à ses blessures
profonde de trahison, de rejet, d'injustice, enfin voilà tout ça, plutôt que de se dire: «Bah non là je vais vers ma guérison». Donc il y a 2 chemins de il y a 2 voies en fait, hein. Il y a donc la voie, d'évolution, hein, je deviens responsable de ma guérison, je me mets en action dans ma guérison. Là, l'empathe va rentrer dans une quête de compréhension de lui-même, de sens, c'est la période où il va chercher beaucoup d'aide extérieure. Alors avec des thérapeutes, des médecins, des médecines conventionnelles, mais aussi des médecines alternatives. Hem, c'est le moment aussi, il va peut-être un peu chercher beaucoup, des nouvelles choses qui pourraient l'aider et ce côté, consommation, hem de nouvelles thérapies, de nouveaux savoirs, voilà, qui peuvent, c'est une période c'est en fait, c'est une phase normale où il a besoin de chercher autre chose jusqu'à un moment où il va se modérer, il va retrouver un peu son équilibre et aller vers, une guérison plus optimale, en fait. Donc il y a ce côté. Carole, si tu me permets, je voudrais revenir sur, la notion, d'emprise, voire d'addiction aussi parfois chez l'empathe. Heu, l'empathe souvent, attire des personnes, auprès de lui, qui sont des vampires énergétiques, ou des personnes toxiques, et je pense que c'est important de le dire aussi. Ça fait partie des failles qu'il a en lui, hein, l'empathe, et en fait, tant qu'il a ces failles en lui et qu'il n'en a pas de compréhension, il aura du mal à sortir en fait de ces relations d'emprise, ce que disait Carole, hein, c'est des relations d'emprise, des relations de personnes qui viennent se nourrir de vous et absorber votre énergie. Et en fait, tant que la personne n'a pas compris, certaines choses, tant qu'il n'y a pas certains déclics, ça veut dire que, on pense qu'on peut être aimé que par l'autre, et qu'on peut avoir de la reconnaissance que par l'autre. On va rester dans des situations comme ça, de dépendance, d'emprise, et cetera. Par contre, quand on a compris que la reconnaissance, et c'est là où on va voir les gens pour nous aider à guérir aussi, hein, ces blessures-là, c'est, je me recentre sur moi, je travaille sur moi et là je fais des compréhensions et je comprends que la première reconnaissance doit venir de moi. Je me reconnais, je suis légitime en tant qu'être humain à part entière, je n'ai pas besoin des autres. Hem et je m'aime, hein, j'apprends à être, à m'aligner en fait avec qui je suis, et je m'aime, je suis capable de m'aimer et je n'ai pas forcément besoin des autres pour venir combler cela, pour venir combler, mon intérieur ou mon vide. D'ailleurs, lorsqu'on a commencé à être sur le chemin, du travail et sur une certaine quête de sens et de vérité de soi, hem, je pense que, on n'a plus vraiment besoin, de l'autre. En tout cas, on commence à basculer de l'amour conditionnel à un amour inconditionnel. Je m'aime inconditionnellement. Voilà. Après, je dis pas que ça se fait en 5 minutes, hein. Tout ça, c'est un chemin qui est extrêmement long et ça peut demander toute une vie, voire plusieurs vies. C'est un chemin, ouais, c'est presque un sacerdoce, on va dire ça comme ça. Disons en tant qu'humain, on a besoin, hein, du partage social, mais que les relations sont beaucoup plus équilibrées et il y a pas, je j'utilise une relation pour venir combler mon manque en fait, mon besoin puisque, il a été, cherché au plus profond dans une reconnexion à sa source intérieure en fait et le contact humain va être vraiment de partager de manière, juste, équitable, heu, avec, chacun ses qualités, bien sûr même si on est dans un chemin de guérison, il reste des défauts, il reste notre personnalité, notre ego, mais plus ça va, plus ça s'efface et ça prend moins d'ampleur dans les contacts humains, dans les situations, de rencontres, et voilà, c'est comme ça que ça évolue donc tout part de soi, en fait. Tout part de soi. Donc effectivement, donc voilà, on peut devenir responsable de sa guérison et c'est ce qui est, heu, recommandé et puis on peut aussi, voilà, se sentir, victime des événements et ça, c'est le deuxième chemin, de certains empathes.
ou de non-empathe aussi, hein, souvent, qui va être là, ça va être je vais me mettre en réaction par rapport aux événements que je vis, que je trouve très injustes. Hem, c'est la fatalité, ça vient de l'extérieur et tout est, en fait, il y a un chemin de conscience, de conscientisation, de je comprends que ce que je vis est là pour me réveiller à moi-même et il y a un autre chemin où, bah, c'est la fatalité, les événements, c'est vraiment pas juste ce qui m'arrive et je suis que victime et là, du coup, bah, c'est là où les schémas répétitifs sont toujours en place, qu'il y a toujours une recherche de zone de confort et de sécurité et qu'on a du mal à sortir de ça. Et une difficulté à prendre conscience, du but de l'évolution de l'humain, en fait. Voilà, il y a des gens qui vont rester dans ce schéma-là. Et souvent d'ailleurs souvent, il y a beaucoup d'allers-retours, hein, au début, hein. On peut être, «Bon allez là, j'y vais, je suis responsable» et puis, après il y a un autre événement qui arrive, pouf, on retombe dans la victimisation et on va faire des allers-retours comme ça, l'empathe, il va faire des allers-retours plusieurs fois a avant de vraiment de dire: «Bon bah OK, j'y vais là, je vais vraiment, au bout de ma guérison, j'y vais, j'incarne ça quoi». Hem, donc voilà. Pour sortir de cette situation de victime, en fait, il faut bien comprendre le triangle de Karpman. C'est un triangle qui relie, en fait, le bourreau, la victime et le sauveur. Et dans notre vie, on est confronté, partout finalement, à ce triangle de Karpman et parfois on veut nous faire jouer des rôles dans ce triangle. Une fois qu'on a compris qu'on ne veut plus être dans ce triangle et qu'on ne veut plus endosser certains rôles, et bien on sort du système de la victimisation. Et ce n'est pas la faute de l'autre, c'est aussi parce que moi je vibre des choses, heu, qui font que ça s'est déroulé comme ça. Donc voilà. C'est ça. On fera une vidéo sur le triangle de Karpman, qui est intéressant parce que en fait, on est toujours dans des triangles de Karpman, hein, ça bouge tout le temps et mais c'est intéressant de savoir où on des fois dans des situations où on est, qu'est-ce qui se joue et pouvoir prendre du recul et de se dire: «OK, là, je vais me décentrer de ça, en fait. Je vais me décentrer et je vais plus rentrer dans ce jeu de rôle». C'est un jeu de théâtre, en fait, hein, hem et pouvoir, voilà, des fois, être vraiment, dans sa responsabilité justement de prendre le de prendre, j'ai envie de dire, le taureau par les cornes et se dire: «Non, ben, moi je rentre plus là-dedans en fait, c'est fini, voilà, je reviens à moi-même». Après ça demande une prise, en hauteur, hein. Il faut après analyser la situation et se mettre en hauteur, pour prendre du recul par rapport à la situation qu'on veut nous faire vivre. Et qu'on veut vivre parce qu'il y a des Et bénéfices secondaires aussi dans Et chaque on rôle. peut aussi Ouais. vivre certaines Mmh. situations, hein. Après c'est au choix de chacun de voir si, il va y avoir un bénéfice finalement aussi, de jouer, de rentrer dans un rôle ou de ne pas rentrer dans un rôle. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont quand même qui prennent un malin plaisir à vouloir faire rentrer certaines personnes dans des rôles, mais on n'est pas obligé de les accepter ces rôles-là. Voilà, ça il faut le savoir. C'est une façon de reprendre son pouvoir, personnel et légitime. Exactement. Je passe à la prochaine diapositive. Donc une fois qu'on est, dans la la compréhension qu'on a des choses à travailler, heu, on va vers un processus de transformation. Moi, les guides m'ont descendu, des images, hein, et l'image particulièrement d'une spirale, et de la coquille de l'escargot, comme si notre naissance partait au départ de la spirale et ça faisait comme un peu comme une onde de forme, hein, voilà. Pour nous faire comprendre que, ce cheminement, de vie, d'expérience, d'expérimentation, heu, c'est une avancée qui est lente et qui peut être plus ou moins pénible selon les personnes et selon, ce qu'ils vont travailler, ce qu'ils vont croiser comme expérience et ce qu'ils auront à travailler par rapport à ces expériences, dans leur vie. Donc sur le chemin, l'escargot va rencontrer, des cailloux qui vont, bah, effectivement représenter, les expériences, les problématiques et finalement, les blessures qui vont se créer avec, tout ce qu'il va pouvoir, vivre et rencontrer. Et ces cailloux, ce que Fabi, t'avait eu comme image, hein, c'est que, ils vont venir remplir, au fur et à mesure de la coquille de l'escargot, hein. Donc, ce sac à dos là qui va être de plus en plus lourd à porter parce que les cailloux vont s'accumuler, vont encore plus ralentir l'escargot et vont encore plus le fatiguer, l'épuiser sur son chemin. Hem et du coup,
et il y a ce fameux point de rupture. Et là, c'est là que, l'escargot laisse sa coquille. En fait, l'escargot va arriver à un point où sa coquille ne sera plus suffisamment solide et forte pour continuer à porter tous ces sacs, tous ces cailloux et tous ces fardeaux finalement, hein, parce qu'on peut considérer que des chemins d'expérimentation qui alourdissent la coquille sont des fardeaux et qu'à un moment donné, on ne peut plus. Et que finalement, il y a cette notion de on se retrouve comme au bord d'un gouffre et on a un appel du vide et là, on se dit, il faut faire quelque chose. Et effectivement, à un moment donné, l'escargot n'en peut plus. Il arrive à un point de rupture, effectivement. Et c'est là où, en fait, il y a une compréhension qu'il faut travailler sur soi et travailler sur ses blessures. Donc, en fait, l'escargot va se délester de sa coquille en travaillant sur lui. Alors, il y en a qui peuvent tenter de ce qu'on m'avait montré, ce qu'ont montré les guides, c'est qu'en fait, la coquille, c'est comme si on pouvait réparer certains endroits. Euh, et qu'il y en a qui vivront comme ça, en fait, finalement, leur chemin, en ayant réparé plus ou moins bien la coquille, en espérant que ça tienne, en espérant que le pansement tienne bien le coup. Parce que c'est un peu l'histoire du pansement, hein. Le pansement aussi, ça peut venir étouffer et camoufler des choses, mais à un moment donné, ça peut aussi réexploser, réémerger un peu comme un volcan. Donc voilà. Et puis du coup, il y en a du coup qui vont carrément dire, bon ok, je vais essayer de nettoyer et de réparer tout ce que j'ai croisé dans ma vie, comme qui m'a généré euh, des blessures émotionnelles, des blessures diverses en fait, hein, voilà. Euh, et du coup, à un moment donné, l'escargot, quand il aura bien avancé sur son chemin, mais ça va demander beaucoup de temps, ça ne se fait pas en 3 semaines, un mois, ça peut prendre des années, toute une vie. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, même plusieurs vies. Eh ben, il va se délester de sa coquille et il va laisser sa coquille. Voilà. Voilà, et un escargot sans coquille, bah, ça donne, une limace. La limace qui est la transition vers le changement, donc vers plus d'allègement. Effectivement, la coquille n'est plus sur le dos, donc mais une coquille plus sur le dos, c'est aussi une zone de sécurité qui n'est plus, d'accord? Donc d'où la perte de repères et bah, je me lance dans le vide, quoi. Je m'allège, je vais plus vite, ça s'accélère du coup, il y a une phase d'accélération, au niveau de l'évolution. Et donc, on le verra sur, la prochaine vidéo, mais cette, limace va quand même avoir besoin de se refaire un petit cocon transitionnel. Hem, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus tard, sur la suite de l'évolution, de l'empathie qui va rentrer dans sa deuxième. Là, on était sur la résilience, hein, la pacification des blessures et on va passer sur, la notion de transcendance. Comment aller, faire de nos blessures, tout ce qu'on a appris, conscientiser, en faire une force et pour se retrouver soi et rayonner, notre source intérieure. Donc aussi, ce qu'il faut en comprendre, c'est quand on arrive à un point de rupture que l'escargot en fait laisse sa coquille, c'est là où on doit commencer à laisser le passé de côté pour plutôt vivre dans le présent. Bon, alors évidemment, hein, il faut avoir travaillé hein, le passé. Mais à un moment donné, on va se délester du passé pour être plus dans le présent et dans l'ici et maintenant. Voilà. Le passé appartient au passé et il faut aller sur le présent et se projeter un petit peu, mais pas non plus sur du trop grand long terme. Voilà. Voilà donc pour cette, 1re partie de vidéo, on espère que ça vous aura intéressé. On vous refait cette deuxième partie, rapidement pour, vous expliquer, la suite, de l'évolution des empathes. Au revoir. On vous dit à très bientôt. Au revoir.